La guerre, on pense tout de suite au chaos, à la destruction totale, n'est-ce pas? Alors l'idée de mettre des règles là-dedans, ça paraît complètement fou, presque absurde. Et pourtant, c'est incroyable à dire, mais même au cœur des conflits les plus brutaux, l'humanité a quand même essayé de tracer des limites. Alors, la grande question, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment des règles dans le chaos de la guerre? Est-ce qu'il existe une sorte de code de conduite quand tout explose? Et si c'est le cas, d'où ça vient? Et surtout, est-ce que ça marche? Pendant très très longtemps, la réponse était simple. Non. C'était la loi du plus fort, un point c'est tout. Le sort des blessés, des prisonniers, des civils, eh bien tout ça dépendait du bon vouloir du vainqueur. Mais voilà, un seul homme, témoin d'une seule bataille, va être le déclencheur d'une véritable révolution. Allez, on commence par le commencement pour bien comprendre pourquoi il a fallu, un jour, créer ces règles. Alors, on est en 1859. Imaginez un homme d'affaires suisse, Henri Dunant, il est en voyage et, par le plus grand des hasards, il tombe sur le champ de bataille de Solferino. Ce qu'il voit le traumatise. 40 000 soldats blessés, juste abandonnés, en train de mourir sans aucun soin. Mais au lieu de juste repartir choqué, il va faire quelque chose d'incroyable. En 1862, il publie un livre, Un souvenir de Solferino, qui va faire l'effet d'une bombe en Europe. Et à peine 2 ans plus tard, en 1864, la première convention de Genève est signée, directement inspirée par son travail. Et les idées de Dunant, elles sont en fait assez simples mais révolutionnaires pour l'époque. D'abord, il dit « il nous faut des sociétés de secours, neutres, permanentes, dans chaque pays ». Ça va donner naissance à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge. Ensuite, il dit il faut que les gouvernements se mettent d'accord, qu'ils signent un traité pour protéger les soldats blessés et les médecins qui les soignent. Et ça, c'est carrément l'acte de naissance des conventions de Genève. C'est le début de tout le droit international humanitaire. Bon, on a maintenant les premières règles pour humaniser la guerre. Mais, avance rapide, on arrive au XXe siècle. Et là, après 2 guerres mondiales d'une violence inouïe, l'ambition change complètement. On ne veut plus seulement réguler la guerre, on veut l'interdire, carrément. Le choc de la Seconde Guerre mondiale est tellement immense. Le monde entier dit plus jamais ça. Et cette fois, ce ne sont pas que des mots. On ne se contente pas de condamner la guerre, on décide de la rendre illégale en tant qu'outil politique. C'est un changement de paradigme total, et c'est de là que naissent les Nations Unies en 1945. Et ça porte un nom un peu technique, le jus ad bellum, littéralement le droit à la guerre. Mais en fait, il faut le comprendre comme le droit qui encadre le recours à la guerre. Le but, c'est de l'empêcher. La Charte des Nations Unies est super claire là-dessus. Les pays n'ont pas le droit d'utiliser la force pour régler leurs problèmes. C'est une interdiction quasi totale. Je dis bien quasi totale, parce que la Charte prévoit précisément 2 exceptions, pas une de plus. La première, c'est la plus évidente, la légitime défense. Un pays se fait attaquer, il a le droit de se défendre, logique. La deuxième, c'est quand le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est en quelque sorte le gendarme du monde, autorise l'usage de la force pour maintenir la paix. En dehors de ces 2 scénarios, toute guerre est, sur le papier, illégale. Bon, ça, c'est la théorie. Mais, on le sait bien, la prévention, ça ne marche pas toujours. La guerre éclate quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout s'effondre? Est-ce que toutes les règles partent en fumée? Eh bien non. Et c'est là qu'une autre partie du droit entre en jeu. Voilà, maintenant on ne se demande plus pourquoi on se bat, mais comment on se bat. Ce sont les règles du jeu, une fois que le jeu a commencé. Et là, c'est super important de ne pas tout mélanger. On a d'un côté le jus ad bellum, qui juge si la décision de faire la guerre était légale au départ, et de l'autre le jus in bello, qui s'intéresse à la conduite des hostilités. Et ce jus in bello, il s'applique à tout le monde, que la cause soit juste ou pas. Un soldat d'un pays agresseur doit le respecter, tout comme un soldat qui se défend. Et ce droit dans la guerre, il a 2 grands piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit de la haie. Lui, il s'occupe des outils. Quelles armes on peut utiliser, quelles tactiques sont interdites. Le deuxième pilier, c'est le droit de Genève. L'héritage direct de notre ami Henri Dunant. Lui, son but, c'est de protéger les gens. Les civils, les prisonniers, les blessés, les humanitaires. Ok, mais tout ça a été pensé pour des guerres classiques, avec des armées en uniforme qui s'affrontent dans un champ. Est-ce que c'est encore adapté aux conflits d'aujourd'hui, qui sont bien plus compliqués? Prenons un exemple qui est un vrai casse-tête aujourd'hui, les civils qui parfois prennent les armes. Quand la ligne de front est partout et nulle part, comment fait-on la différence? Un fermier le jour peut devenir un combattant la nuit. Comment le droit gère ça? Le droit a dû s'adapter avec un concept assez parlant, celui de la porte tournante. L'idée, c'est qu'un civil perd sa protection et peut donc être une cible légitime, mais uniquement pendant le temps où il participe directement au combat.
Dès qu'il repose son arme et redevient fermier le matin, il retrouve sa protection. On voit bien toute la difficulté de mettre ça en pratique sur le terrain, c'est extrêmement complexe. Autre énorme question, est-ce que tout ça s'applique dans une guerre civile? Parce qu'à l'origine, la charte de l'ONU a été pensée pour les guerres entre États. Or aujourd'hui, la plupart des conflits sont internes à un pays. Et la réponse est oui. Et ça, c'est une avancée absolument cruciale du droit. Il y a un article, l'article 3, qui est commun aux 4 conventions de Genève. C'est une sorte de mini-convention à lui tout seul qui pose les règles de base. Pas de meurtre, pas de torture, pas de prise d'otage, et qui dit clairement que ces règles s'appliquent même dans les conflits non internationaux, donc les guerres civiles. Bon, avoir des règles, c'est une chose. Mais si personne n'est puni quand il les enfreint, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la dernière pièce du puzzle. Comment on s'assure que les individus rendent des comptes? Le grand tournant, c'est Nuremberg, en 1945. Pour la toute première fois dans l'histoire, des dirigeants politiques et militaires sont jugés individuellement pour leurs crimes. Mais Nuremberg, c'était un tribunal mis en place par les vainqueurs, après la guerre. On a refait la même chose pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, mais on a bien vu les limites de créer des tribunaux au cas par cas. C'est de là qu'est née l'idée d'une cour permanente, indépendante, la Cour pénale internationale, la fameuse CPI. Et l'héritage de Nuremberg est juste énorme. 3 principes fondamentaux qui changent tout. Premièrement, on ne peut plus se cacher derrière l'État. La responsabilité est individuelle. Deuxièmement, être chef d'État ne protège pas. Il n'y a pas d'immunité pour ces crimes-là. Et troisièmement, le fameux « je n'ai fait qu'obéir aux ordres » n'est plus une excuse valable si l'ordre était clairement illégal. Ces 3 idées sont les piliers de la justice internationale aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, la CPI, ce n'est pas seulement un tribunal. C'est aussi devenu un outil de politique étrangère. Un État peut en dénoncer un autre devant la Cour pour des crimes de guerre présumés. Le but n'est pas seulement de rendre la justice, mais aussi d'exercer une pression diplomatique, d'isoler un pays sur la scène internationale pour le forcer à respecter le droit. On a fait un sacré chemin, depuis Henri Dunant horrifié sur le champ de bataille de Solferino jusqu'à la Cour pénale internationale. Mais le droit est toujours en train de courir après la réalité de la guerre. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est face à la cyberguerre, aux drones qui décident tout seuls, à l'intelligence artificielle, est-ce que nos lois, écrites pour les guerres du passé, sont vraiment prêtes pour les guerres du futur?